Alors, deuxième cas clinique court. Un patient de 65 ans traité par Sotalex et Lasilix pour une fibrillation atriale compliquée d'insuffisance cardiaque consulte pour plusieurs épisodes de malaise sans perte de connaissance ayant débuté il y a 3 jours. Patient a priori sans insuffisance rénale. L'examen clinique est normal, vous prélevez un bilan biologique dont les résultats sont en attente. Vous réalisez l'électrocardiogramme suivant en dehors de tout malaise. Donc première question pour laquelle il faut environ 10 minutes, interpréter son électrocardiogramme non percritique. Quelles causes peuvent se discuter avant même d'obtenir les résultats de la biologie pour expliquer ces anomalies?
Donc l'interprétation de l'électrocardiogramme, on commence toujours par le début, dire si le rythme sinusal régulier. Donc ici, on a bien une onde P présente devant tous les QRS, bien visible en D2, une onde P d'aller en normal, donc un rythme sinusal. Les QRS sont réguliers. La fréquence cardiaque est d'environ 300, 150, 100, 75, 60, 55 à 60 par minute. Donc rythme sinusal est régulier à 60 par minute. Ensuite, l'axe des QRS, ils sont très positifs en D1, très positifs en AVF, donc un axe normal. L'espace PR maintenant, bien compris entre 0,12 et 0,20 secondes, donc normal, pas de bloc auriculo-ventriculaire, en tout cas du premier degré. Ensuite, rechercher la présence d'une onde Q, une micro-onde Q isolée en AVL, donc non significative, puisque n'étant pas dans plusieurs dérivations définissant un territoire électrique. Ensuite, les QRS, ils sont fins, il n'y a pas de bloc de branche, ni gauche ni droit. Ensuite, on va analyser la repolarisation. La repolarisation, c'est les ondes T et le segment ST. Normalement, les ondes T sont faiblement positives dans toutes les dérivations. Ici, on s'aperçoit qu'en V2, V3, V4, V5, V6, également en D1, VL et dans les dérivations du territoire inférieur, il y a une négativation et une profondeur très importante des ondes T et du segment ST, avec, surtout ce qui est très important, un allongement très très net du QT. Donc on prend l'interprétation électrocardiogramme, un rythme sinusal régulier à 75 par minute, donc légèrement rapide, des ondes P normales, un axe normal, un espace PR normal, des QRS fins, donc absence de bloc de branche, ondes T plates de façon diffuse, avec sous-décalage du segment ST de manière diffuse, et un allongement très très net du QT. Donc chez ce patient sous diurétique et sous bêta-bloquant à type de sotalol pour traiter son arythmie, les causes possibles de l'allongement de l'espace QT et de la négativation diffuse des ondes T sont en premier lieu l'hypokaliémie qui peut arriver sous diurétique de l'ANS. Donc c'est pour ça qu'en général les patients ont une supplémentation potassique dans leur traitement de fond ou un IEC pour permettre de rajouter du potassium. On peut aussi rechercher une hypocalcémie à titre systématique mais qui ne pourrait pas être expliquée par les traitements du patient. Pour expliquer l'allongement de l'espace QT, on a un traitement antiarythmique par le Sotalex qui est connu pour donner des allongements de l'espace QT et donc un risque important de torsade de pointe. Le Sotalex c'est un antiarythmique de la classe 3 avec la cordarone de Vaughan et Williams, qu'on réserve en général aux préventions des récidives de tachycardie supraventriculaire, fibrillation atriale ou flotteur chez les patients ayant une cardiopathie ischémique. Le QT long peut être acquis, donc comme chez ce patient à cause du traitement antiarythmique, ou congénital par maladie autosomique dont on va voir les causes tout à l'heure. Le patient est hospitalisé et scopé pour surveillance électrocardiographique. Le bilan biologique montre une natrémie un peu élevée à 145 mmol par litre, une kaliémie très basse à 2,2 mmol par litre, une élévation anormale de la créatinine à 300 micromol par litre et une élévation de la protidémie à 75 g par litre. Le reste du bilan est normal. Question 2, pour laquelle il faut également une dizaine de minutes pour répondre. Dans ce contexte, quelles causes peuvent expliquer les malaises ?
Alors, chez un patient ayant un allongement de l'espace QT, sous-diurétique et sous-bêta-bloquant, avec une hypokaliémie et une insuffisance rénale fonctionnelle, plusieurs causes peuvent expliquer un malaise. Le premier, l'arythmie supraventriculaire qui peut survenir à cause de l'hypokaliémie, donc la fibrillation atriale. En général, elle seule ne suffit pas à donner un malaise. Ce qui peut provoquer un malaise, par contre, c'est une pause cardiaque post-réductionnelle ou une FA très très rapide chez un patient ayant une voie accessoire dans le cadre du syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les autres causes beaucoup plus probables de malaise chez ce patient, les troubles du rythme ventriculaire. D'abord la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire, mais surtout dans le contexte de l'hypokaliémie, la torsade de pointe. Ces troubles du rythme ventriculaire peuvent être tolérés pendant quelques minutes, la TV et la torsade de pointe, puis ensuite être plus mal tolérés et se traduire par de l'insuffisance cardiaque, des douleurs thoraciques, des malaises, voire des pertes de connaissance. La fibrillation ventriculaire, quant à elle, est immédiatement syncopale. De rares cas peuvent se réduire spontanément, mais en général, il faudra une défibrillation, un choc électrique externe. Autre cause à évoquer chez ce patient sous-diurétique et sous-bêta-bloquant pour une hypertension et une insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle orthostatique, d'autant qu'on a des stigmates biologiques de déshydratation, augmentation de la créatinine sanguine, augmentation de la protidémie et de la natrémie. Question suivante, pour laquelle il faut 5 minutes. Vous réalisez un électropercritique alors que récidive un malaise chez ce patient. Quel est votre diagnostic ?
Ici, on n'a pas un électrocardiogramme complet, mais un lambeau de tracé qui est pris sur un scope ECG chez ce patient qui a pu être imprimé par la suite. Donc, on ne peut pas analyser l'électrocardiogramme comme on le fait d'habitude. On va donc commencer par analyser le tracé du début à la fin en commençant par la gauche. Donc, le premier QRS qu'on voit là a l'air bien sinusal puisqu'il y a une onde P, un PR normal, un QRS fin. Par contre, on voit que la repolarisation est très très longue et qu'à la fin de l'onde T, de cet allongement de l'espace QT, survient une extrasystole ventriculaire puisque le QRS est large. Et d'emblée, cette extrasystole va dégénérer en tachycardie à QRS large, avec ensuite une tachycardie inefficace puisque syncopale, avec un aspect pathognomonique d'enroulement de la ligne isoélectrique. On voit les QRS qui sont tantôt positifs, tantôt complètement négatifs, qui seront positifs par la suite. Donc, une seule maladie peut donner cette arythmie, c'est une arythmie ventriculaire qu'on appelle la torsade de pointe. Donc on reprend en détail l'interprétation de l'électro, rythme non sinusal lors de la tachycardie, mais qui commence quand même par un complexe sinusal irrégulier, très rapide et syncopale. Donc il s'agit d'une tachycardie irrégulière à QRS large, donc a priori ventriculaire, puisqu'on sait que ce patient de base n'a pas de bloc de branche. L'aspect d'enroulement autour de la ligne isoélectrique des QRS, pathognomonique de la torsade de pointe. Question suivante pour laquelle il faut 15 minutes. Quel traitement proposer à ce patient ?
Donc il s'agit d'une des urgences cardiovasculaires les plus importantes, donc le patient doit être hospitalisé en soins intensifs ou en réanimation, en tout cas en milieu réanimatoire. Les premières mesures, comme chez tout malade de réanimation, qu'on peut mettre au début de la réponse, mais qui se font en vérité en même temps que le traitement, qu'on va revoir juste après. Donc d'abord la perfusion avec des voies d'abord périphériques, voire une voie centrale dès que possible. Un monitorage de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la conscience et de la diurèse, de l'électro, qu'il a déjà, et de la saturation en oxygène. Les choses simples, arrêter tous les traitements bradycardisants et tous les traitements hypokaliémiants. Donc chez ce patient, il faudra arrêter les diurétiques et le réhydrater par voie intraveineuse, ajouter du potassium pour corriger son trouble métabolique qui favorise l'arythmie ventriculaire, et arrêter son bêta-bloquant, bradycardisant et allongeur de l'espace QT, le Sotalex. On sait que les torsades de pointe sont favorisées par l'hypokaliémie, l'hypocalcémie et l'hypomagnésémie, donc il faudra rajouter du sulfate de magnésium à grosse dose, 4 à 6 ampoules par 24 heures dans la voie d'abord. En cas de défaillance hémodynamique, d'abord respiratoire, donc l'oxygénothérapie, elle peut se faire par voie nasale, par ventilation non invasive ou au masque si le patient est conscient. Et si le patient perd connaissance et ne se réveille pas tout de suite après réduction de son arythmie, peut se discuter une ventilation non invasive après intubation et sous sédation. Il faut également traiter toute défaillance hémodynamique. Donc en cas d'hypotension artérielle, un traitement inotrope positif par exemple, associé au remplissage. Ensuite, en ce qui concerne l'arythmie ventriculaire elle-même, elle est due à un allongement de l'espace QT. Donc il faudra raccourcir cet espace QT et pour ça il faut accélérer la fréquence cardiaque du patient pour éviter les récidives et réduire l'arythmie. Donc ça paraît paradoxal de réduire une tachycardie ventriculaire en accélérant la fréquence cardiaque, mais c'est ce qu'il faut faire dans le cadre de la torsade de pointe. Pour accélérer la fréquence cardiaque, après avoir corrigé l'hypokaliémie, les meilleurs médicaments est l'isoprénaline. C'est un bêta-stimulant qui va permettre d'accélérer la fréquence cardiaque à une fréquence voulue et en général réduire la tachycardie. Le traitement peut se faire soit à la seringue électrique, soit par 5 ampoules qu'on met dans 250 cc de G5 et dont on adapte la vitesse à la fréquence cardiaque voulue. En général, le choc électrique externe est inefficace, ou il pourra être efficace que pendant quelques secondes, tant qu'on n'a pas accéléré la fréquence cardiaque et tant qu'on n'a pas corrigé l'hypokaliémie. En cas d'échec de l'isuprel, et même en cas de succès pour être tranquille, pour éviter les récidives, peut se discuter la pose d'une sonde d'entraînement électrosystolique. Donc il s'agit d'un pacemaker temporaire, externe. Les sondes sont positionnées par voie veineuse centrale à la pointe du ventricule droit, la sonde, et reliées à un boîtier externe, donc on va provoquer une stimulation cardiaque à une fréquence prédéterminée. Au décours du traitement de la crise, il faudra bien sûr éviter les récidives, donc adapter le traitement de fond du patient, contre-indiquer formellement pour la durée la plus longue possible un traitement bradycardisant par bêta-bloquant. Deux dernières diapos pour reprendre les causes principales de l'allongement du QT. Il peut être soit acquis comme chez ce patient, soit congénital. Deux maladies sont bien connues. Il s'agit du syndrome de Jervell-Lange-Nielsen et du syndrome de Roman-Howard. Dans les deux cas, il s'agit de maladies autosomiques. La première est récessive, la deuxième est dominante. On les reconnaît simplement par le syndrome associé à l'allongement de l'espace QT. Dans le syndrome de Jervell-Lange-Nielsen, il y a une surdité à la naissance et pas dans le syndrome de Roman-Howard. Ensuite, les causes de QT acquis allongé. Différents médicaments, en particulier les antiarythmiques, tous ceux de la classification de Vaughan-Williams, les kinidiniques, l'accordarone, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques bradycardisants, tous peuvent allonger le QT et occasionner des torsades de pointe. D'autres médicaments, comme les antihistaminiques, le Zyrtec, le prépulside, le motilium, qui ont un effet sur le tube digestif, et certains antibiotiques comme l'équinolone peuvent également allonger le QT. Donc la liste est vraiment non exhaustive et il y a des tonnes de médicaments qui peuvent allonger le QT. Donc en conclusion pour ce dossier, une cause rare de perte de connaissance mais qu'il faut bien connaître, l'arythmie ventriculaire. Donc en général, en cas de fibrillation ventriculaire, on a un diagnostic tout de suite. Le traitement, c'est la défibrillation d'emblée. Mais il peut y avoir d'autres causes un peu plus sournoises qui peuvent se traduire par des malaises à répétition. Donc il faut toujours hospitaliser les patients qui ont des pertes de connaissance, au moins quelques jours, et les surveiller, pas forcément par un scope, mais par un Holter-ECG ou une télémétrie. Ne jamais laisser rentrer les gens chez eux lorsqu'ils viennent aux urgences pour un malaise avec perte de connaissance. Surtout lorsqu'ils sont traités par bêta-bloquants, surtout lorsqu'ils ont des traitements à tropisme cardiaque qui peuvent allonger l'espace QT. Là, le premier traitement, la première cause à évoquer la torsade de pointe. Et le traitement, contrairement aux autres arythmies ventriculaires, n'est pas le choc électrique externe, mais au contraire l'accélération de la fréquence cardiaque par l'isoprénaline ou une sonde d'entraînement électrosystolique.